Bienvenue pour ce dernier entretien de la journée ici au Gènes, à Metz, au centre de congrès Robert Schuman. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jacques Ségala. Jacques Ségala, bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, mais je vous dirais simplement quelques mots sur vous. Vous êtes sans doute le publicitaire français. Honoré, c'est pas ? Elle est toujours très bien, moment par la technique. C'était bien parti pourtant. Allez. Bienvenue pour ce nouvel entretien ici à Gênes, à Metz, au centre de congrès Robert Schuman. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jacques Ségala. Bonjour Jacques Ségala. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, mais je dirais simplement que vous êtes sans doute le publicitaire français le plus connu et que vous êtes aujourd'hui toujours en activité consultant au sein du groupe Havas, le groupe Havas auquel vous avez participé à sa création et qui, il faut le dire, a été l'inventeur de la publicité avec Charles-Louis Havas, et ça il y a très très longtemps. 182 ans. 182 ans. Alors vous êtes un chantre de la belle publicité, celle qui est créative, qui porte des idées. Et vous avez dit à ce propos, l'argent n'a pas d'idées, seules les idées font de l'argent. Alors aujourd'hui, vous êtes un homme révolté et qui prend la parole au travers d'un livre, le 28e, qui s'appelle « Le diable s'habille, je vais vous le montrer, en GAFA », qui vient de sortir aux éditions Coup de gueule, et ça ne s'invente pas. Dans ce livre, vous prenez la parole pour vous insurger contre les géants américains du net. Un cri d'alarme, un cri de guerre et aussi un cri d'espoir, écrivez-vous. Alors, pourquoi cet énorme coup de gueule et qu'est-ce que vous reprochez à ces fameuses GAFA ? Mais qui sont les GAFA ? Les GAFA, ce sont ces 4 sociétés qui gouvernent le monde du numérique et qui sont Google, Apple, Facebook et Amazon. Ce sont 800 000 personnes qui, à elles seules, représentent le PIB de la France, qui dans 15 ans, 20 ans, auront le PIB de l'Europe et qui dans 30 ans, 40 ans, auront le PIB du monde. Une espèce d'armée considérable qui est en train de se monter. Leur seule stratégie, comme ils croulent sous l'argent, c'est d'acheter tout concurrent possible. Il y a eu ces dernières années 374 achats de phagocytage de sociétés qui pouvaient les gêner. Donc c'est une espèce de monopole immense qui envahit la Terre et qui s'est construit sur le viol et le vol de ce que nous avons de plus intime, nos données. Qui savent tout sur nous, qui en savent d'ailleurs plus que nous, parce qu'en croisant avec les algorithmes et avec le big data, en croisant toutes ces données, ils arrivent à découvrir en nous des choses que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Et ils utilisent ces données pour mercantiliser ce qui pourtant nous appartient, puisque c'est notre chair et notre âme, et faire ses fortunes. Sans y intéresser le public, chacun de nous devrait leur faire un procès et demander son dû. Pourquoi avoir utilisé sans me demander mes données, ou en le demandant d'une façon plus ou moins fallacieuse, parce qu'on ne lit jamais tout ce qui est écrit sur les contrats, et surtout pour non pas fustiger la technologie, mais essayer de remettre la technologie dans le bon chemin. Parce que cet univers technologique qui est en train de s'amonceler autour de nous, et dont ils sont les grands distributeurs, est un univers sans affect. Et mon métier à moi, c'est de créer de l'affect. Mon métier à moi, c'est donner la tendresse. Mon métier à moi, c'est de faire rêver. Alors, je ne suis pas du tout contre le progrès. Tout progrès qui nous fait avancer est bon à vivre. Mais pas si ce progrès va au détriment de l'âme. Technologie, disons tech sans affect n'est que ruine de l'âme. Tech sans créativité n'est que ruine de l'esprit. Mais alors là, est-ce qu'on peut dire au fond que c'est une question de démocratie? Est-ce qu'à terme, elle peut être menacée et nos libertés qui vont avec? Oui, d'ailleurs, Clinton, président des États-Unis, a plusieurs fois dit que c'était une menace sur la démocratie et qu'il fallait y mettre le holà. Non pas stopper
les avancées extraordinaires qu'elles font dans tous les domaines, avant tout le domaine de la santé. C'est là où elles sont le plus efficaces, les big data. Mais dans le domaine de l'éducation, elles vont aussi changer le monde de l'éducation du monde. Mais dans tous les domaines de la technologie avancée et dans les domaines du business, mais les obliger à trouver les limites de leur action, ce qu'a fait l'Europe, qui a été le premier continent à créer une charte européenne qui est appliquée en Europe, mais pas ailleurs, et pas aux États-Unis, parce que Trump, lui, profite de ce désordre que créent les GAFA pour assurer un peu plus sa puissance, et il les a obligés aussi à payer leurs impôts aux États-Unis. Mais cet impôt, c'est notre argent, une fois de plus, que l'on spolie. Et nous sommes à la fois et victimes et complices, et encore plus nous, les publicitaires, puisque c'est nous qui avons fait leur fortune. Les GAFA n'ont existé que parce qu'on leur a amené les budgets de nos annonceurs, avec lesquels ils ont fait fortune, sans rien payer parce que la diffusion ne leur coûtait rien. Aujourd'hui, ils sont en train de traiter directement avec nos annonceurs et d'appauvrir nos parts de marché. Et la publicité se trouve en grand danger dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que les créateurs de Google avaient cette idée en tête, quand ils l'ont créé justement, de collecter des données et d'en faire commerce? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est arrivé au fond, au fur du temps, et puis que ça s'est trouvé on va dire qu'au début, l'idée était pas forcément aussi malsaine qu'elle peut l'être aujourd'hui, non? J'ai déjeuné avant-hier avec le président de Google France, oui. Missoff. Formidable. J'y allais avec un gilet pare-balles en me disant je ne reviendrai pas de... peut-être même armé, non? Je ne reviendrai pas de ce déjeuner. Pas du tout. Il m'a dit, mais moi je trouve que ce livre n'est pas très méchant sur Google, il est peut-être un peu plus sur Amazon et un peu plus sur Facebook, mais il dit les choses vraies et il faut en tenir compte. Je crois qu'au début, ils ne se sont pas rendus compte. Comme ils étaient pour la gratuité, ils ont joué la gratuité. Mais on se rend bien compte que la gratuité, c'était nous qui la payons et que ça enrichissait de notre gratuité. Mais il y a longtemps qu'on les alarme. Parce qu'ils le savent. Je crois qu'ils sont prêts à essayer de modifier les choses, mais c'est très compliqué. Par exemple, la seule façon d'arriver à faire qu'ils ne deviennent pas sans concurrence possible, qui est inadmissible dans un monde de démocratie et de libre-échange, il faudrait que l'Amérique et que le président américain en reviennent à la loi des antitrust et qui, comme ils l'ont fait pour Rockefeller, comme les Américains l'ont fait pour Rockefeller il y a un siècle, on oblige ces énormités à se partager et à retrouver d'autres groupes qui créent une véritable concurrence entre eux. Parce que là, c'est aux publicitaires que je m'adresse. C'est vrai qu'autrefois, un contenu éditorial attirait des lecteurs auxquels on y associait de la publicité et pour vendre des produits in fine. Là, au fait, dans le modèle économique de Google, c'est pas la publicité qui est le premier vecteur économique, c'est la vente des données. Donc, c'est quelque chose qui c'est un changement de paradigme. Ça a été la publicité au départ qui a permis de faire la fortune. Maintenant, d'ailleurs, ils en gardent tous les bénéfices. Et avec cet argent qu'ils ont pu se procurer, ils ont réussi le hold-up du siècle, le hold-up de nos données. Est-ce que vous pensez qu'ils sont trop gros et que c'est trop tard et que la partie est jouée? Non, je pense que c'est jamais trop tard. Je pense qu'il faut qu'il y ait une double prise de conscience de nos gouvernements pour remettre de l'ordre. Des continents, l'Europe l'a fait, il faut que les autres pays du monde le font. La Chine l'a fait à sa manière, en créant son propre Google, son propre Amazon, Alibaba. C'est surtout une prise de conscience personnelle de chacun de nous. Nous devons, résister contre cette anchelousse. Nous devons résister contre l'addiction que nous avons au numérique. Par exemple au téléphone, l'addiction des jeunes ou des passionnés de jeux vidéo sur le numérique est terrible. Il y a 250 cliniques en Chine qui ont été créées ces 3 dernières années pour lutter contre l'addiction des jeunes Chinois ou des jeunes Chinoises de numérique qui se promènent dans les rues, qui finissent par plus savoir où ils sont, de plus se nourrir, qui meurent finalement de jeux vidéo, de surconsommation de jeux vidéo. Et les Chinois qui sont aperçus de ça veulent lutter et oblige les jeunes à passer dans ces cliniques de désintoxication, car c'est la drogue d'aujourd'hui. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'encadrement sur les données
personnel, c'est la fameuse RGPD qui a été adoptée effectivement unique, pas aux États-Unis en tout cas. Et récemment, le Parlement européen a signé une directive sur la protection des droits d'auteur. Alors, la publicité, vous, on le disait tout à l'heure en préambule, vous êtes un chantre de la création, donc il faut protéger les auteurs. Vous applaudissez des deux mains que maintenant on reconnaisse les droits d'auteur et qu'on ne peut plus piller sur le net sans garantir un minimum de retour à ceux qui ont créé. Si un créatif était contre la protection de ses idées, Oui. il ne serait pas un créatif. J'applaudis demain, pas pour la publicité, pour l'ensemble de tous les musiciens, de tous les artistes, de tous les créateurs et les du journalistes monde. aussi. C'est une grande victoire qui est en marche. Elle n'est pas encore tout à fait ferme, mais ça y est, ça arrive. Mais surtout, alors que la technologie, ces 4-5 dernières années, a semblé remplacer la créativité. Et dire, mais finalement, on n'a plus besoin de vous. Les publicitaires. D'ailleurs, tout ça se terminera dans les mains de robots. La technologie elle-même va être la puissance d'aujourd'hui. Pas du tout. On a dit que le nouveau média, c'était les datas. Non, le nouveau média, c'est l'idée. Oui. Parce qu'une data sans idée, c'est comme un fusil sans cartouche. Vous appuyez sur la gâchette, rien ne sort. Et donc, c'est une régénérescence de la créativité, une créativité adaptée à la technologie, une créativité qui, hier, se limitait à un slogan que l'on a asséné dans la tête des gens, qui aujourd'hui est beaucoup plus ouverte parce qu'elle va utiliser toutes les possibilités du numérique et toutes les possibilités du partage et surtout du jeu avec l'internaute et de la collaboration de l'internaute, qui va faire que les grandes campagnes se diffusent comme ça dans le monde et le sont gratuitement. Mais s'il n'y a pas l'idée de départ, il n'y a pas de propagation possible. Alors, à l'époque, aujourd'hui, est-ce que à l'époque, l'audience s'achetait. Oui. Elle payait de la télévision, elle coûtait très cher. Oui. Aujourd'hui, c'est l'idée qui crée sa diffusion. Puisque si vous avez un spot plus intéressant que les autres sur la télé, il coûte le même prix. Mais s'il est sur le net, il est gratuit et il ne se diffuse que s'il est à cette faculté de propagation. Oui. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, la créativité, qui est encore une fois quelque chose, les idées, c'est ça qui est le moteur de tout, le numérique l'a tué ou l'a favorisé? Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la création publicitaire? Mais le numérique n'est qu'un média, il la diffuse, il ne la crée pas. Alors il ouvre des champs nouveaux. Oui. C'est vrai qu'avec les algorithmes, on peut arriver à trouver des idées de pub et nous-mêmes dans nos agences, on utilise souvent ce procédé. Mais ça ne touche en aucun cas à la nécessité d'idées qui doivent être encore plus fortes, encore plus mondiales, encore plus universelles et encore plus capables de se diffuser elles-mêmes par le bouche à bouche, par tout ce que nous apporte justement l'ère digitale qu'avant. Donc c'est un formidable accélérateur de création à condition de ne pas tuer la création. Et donc, vous parliez de... Maintenant, effectivement, la publicité devient mondiale à cause du numérique, mais cette idée de spécificité locale, on ne s'adresse pas de la même manière à des Chinois qu'à des Slovènes ou des Américains, non? Oui, mais on impose une culture en faisant ça. Moi, j'ai toujours été contre les publicités globales qui consistaient à créer une campagne. Je me souviens de Benetton à l'époque. Madison Avenue à Londres ou à Paris, et dont on ne pouvait pas changer une virgule. Moi, j'ai toujours été pour le local, c'est-à-dire pour un marketing global qui assure la pérennité de la marque, les valeurs de la marque, les couleurs de la marque, le slogan de la marque, mais pour que la création soit locale. Et moi, c'est moi qui ai ouvert pratiquement toutes nos agences dans le monde, 600 agences aujourd'hui, et j'ai toujours insisté pour choisir un créatif du pays. En Chine, par exemple, au début, ils ne connaissaient rien à la publicité. Aujourd'hui, ils sont presque meilleurs que nous. Parce que ce n'est pas un Français à aller apprendre aux Chinois à faire de la publicité pour les Chinois. Mais quand une idée est grande, elle est universelle. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Quand vous avez un grand spot, eh ben, aussi bien les petits Chinois que les grands Russes, que les Américaines ou que les Anglais apprécient le spot. En conclusion, Jacques Ségala, vous vous classez plutôt dans la catégorie des pessimistes ou des optimistes? Moi, je pense que parce que ce livre est sévère. Hein. Oui, je pense que les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes, le parachute. Moi, j'ai fait mon choix. Je reste dans l'avion. En France, nous faisons les plus beaux avions du monde
merci à Toulouse, et je reste dans l'avion, que ceux qui rechignent prennent le parachute. Mais on peut monter aussi dans l'avion avec un parachute. Jacques Séguéla, merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt.